Alors bonjour, merci de m'avoir invité à faire un exposé sur éthique et intelligence artificielle. Donc je vais, dans cet exposé, suivre le plan suivant. Je voudrais d'abord rappeler un certain nombre de choses sur l'éthique, puisque le terme est beaucoup employé aujourd'hui et peut-être de façon excessive. Et donc nous allons voir en quoi aujourd'hui, effectivement, nous pouvons nous poser des questions d'éthique. Ensuite, donc ce sera la deuxième partie, les difficultés que l'on a à discuter d'éthique dans un monde tel que celui d'aujourd'hui, parce que c'est un monde qui change, et donc les principes sur lesquels reposait l'éthique aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés. Puis ensuite, je vais discuter des tentatives qui ont été faites dans le monde, ça peut être au Canada, ça peut être dans le cadre de la Commission européenne, pour essayer de réguler l'intelligence artificielle, et donc j'évoquerai le rapport qu'a mentionné tout à l'heure Françoise Fogelman sur le groupe d'experts de haut niveau en intelligence artificielle. Et ensuite, j'essaierai de montrer qu'il y a des tensions qui existent entre les principes qui sont émis par ces groupes et puis la réalité. Et puis il y a des tensions entre l'épistémologie de l'intelligence artificielle, en particulier celle des données massives, et les questions d'éthique. Et puis je conclurai sur ce qui me semblerait sage pour aborder l'éthique. Alors, première question, donc, qu'est-ce que c'est l'éthique ? Alors, le terme, lui, vient du latin, qui lui-même vient du grec, de ethos, qui veut dire mœurs. C'est quoi les mœurs ? Ce sont les usages des hommes en société. Donc l'éthique, c'est la façon dont les hommes se conduisent. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le terme lui-même a son analogue en latin, morales, mœurs. Alors là, vraiment, c'est la même étymologie. Et en général, en France, on distingue l'éthique de la morale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, bon, la distinction est délicate. D'ailleurs, les philosophes ne sont pas tous d'accord pour avoir une distinction. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est peut-être deux concepts différents. Un concept qui porte sur la réflexion, sur quoi est-ce qu'on va fonder les règles de conduite dans la société, et puis un deuxième qui porte sur les règles de conduite. Alors, en général, comme on se réfère à l'étymologie, on pense que la Grèce est plutôt associée à la philosophie, donc ce sera plutôt la réflexion, et la tradition latine est plutôt associée au code civil, aux lois, et donc on associe plutôt la morale avec les mœurs. Mais je crois qu'il faudrait, pour aborder cette question d'éthique, rappeler que le terme lui-même en grec, j'ai dit qu'il signifiait mœurs, mais étymologiquement en grec, il signifie autre chose, qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Au départ, le terme éthique vient d'un mot qui veut dire étable. Et effectivement, les mœurs, ce sont les habitudes. Et bien sûr, l'étable, c'est quoi ? C'est le lieu où les animaux rentrent chaque soir. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'effectivement, le fondement originel de l'éthique, c'était la tradition et les usages. La question qui se pose de nos jours, c'est que nous vivons dans un monde qui a changé. Et est-ce qu'il nous reste encore une étable pour rentrer le soir ? Alors, question bien sûr ouverte. Alors, je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur ce qu'ont été les fondements de l'éthique. Alors, je vais aller très rapidement brosser un peu une histoire des fondements de l'éthique. Dans l'Antiquité, les fondements reposaient plutôt sur des préceptes. Préceptes qui étaient fondés alors, d'abord sur la tradition, on fait des choses parce que les parents l'ont fait. Ensuite, on peut faire des choses parce que la religion nous commande de les faire. Et vous savez que dans les religions mosaïques, il y a un instant symbolique où les lois sont données, parce que ce n'est pas simplement l'usage, c'est une question d'ailleurs ouverte en intelligence artificielle. Certains nous disent on va apprendre l'éthique. Alors, est-ce qu'on peut apprendre l'éthique ? Est-ce que l'éthique ressort de l'usage ? Ou est-ce que, au contraire, ce sont des prescriptions qui ne relèvent pas de l'usage ? Je donne toujours un exemple. Il y a des choses qu'on fait qui sont orthogonales aux prescriptions. Vous savez qu'il y a une prescription dans l'étape de la loi. Normalement, on ne doit pas commettre l'adultère. Mais si on apprenait une machine en fonction des usages, je pense que l'adultère est quelque chose de tout à fait commun. Donc, c'est une question ouverte. Donc, première chose, donc, sur quoi ça peut reposer ? Ça peut reposer sur la religion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des disciplines des technologies qui sont étendues de façon mondiale, avec des gens qui ont différentes religions. Dans un même pays, il y a différentes religions. Alors, dans l'Antiquité, il y avait aussi les valeurs et les vertus. Alors, est-ce que c'est approprié aujourd'hui ?
je montre ici le buste, enfin Aristote, puisque c'était un des spécialistes de l'équipe des vertus. Les principes, alors il y a eu des principes à partir de l'âge moderne, parce qu'on s'est dit on va fonder non pas sur des valeurs, mais sur des règles générales. Alors les principes utilitaristes, les principes déontiques, avec l'éthique kantienne, mais tout ça bien sûr pose problème, parce que là encore, il faut avoir des valeurs. Par exemple l'utilitarisme, sur quoi est-ce qu'on fonde l'utilitarisme, c'est une question. Ensuite, bon, à partir du XXe siècle, on est vu à différents types d'éthiques, comme l'opposition entre les types de conviction et de responsabilité, ou les éthiques de la délibération. Tout ça, bien sûr, sont des questions extrêmement complexes. Alors, maintenant, je voudrais arriver... Oh, pardon. Deuxième aspect, donc, j'ai dit, le monde change. Alors ça, je crois que c'est important. Nous vivons dans un monde... Alors, Georges Ballandier, qui est un anthropologue qui avait inventé le terme tiers-monde, a écrit un livre à la fin du XXe siècle qu'il appelait le Nouveau Monde. Nous avons des mondes nouveaux parce qu'ils sont différents de ce que nous avions connu jusqu'auparavant, mais ils sont doublement nouveaux parce qu'ils sont à la fois nouveaux comme était le Nouveau Monde, l'Amérique, au moment où Christophe Colomb l'a découvert, mais en même temps, ils sont nouveaux au sens où ils adviennent. Et j'aime beaucoup ce tableau de Magritte, La nouvelle condition humaine. Alors lui, il l'appelle la condition humaine, c'est parce que vous avez une duplication du monde, le tableau du monde, le tableau qui est le tableau d'un tableau d'une certaine façon. Alors, je crois que, pour résumer, l'intelligence artificielle et le numérique transforment les sociétés parce que ce qui fait le lien entre les hommes évolue. J'appelle ça une réontologisation. Ça veut dire que les notions essentielles qui font la trame du tissu social se transforment. Je donne différents exemples. La première, l'amitié. Si on lit Aristote, il nous dit que l'amitié, c'est tout à fait essentiel pour faire une société. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils nous proposent d'être amis avec un certain nombre de gens. Alors, est-ce que c'est la même chose que l'amitié dans l'Antiquité ? Je n'en suis pas certain. La réputation. Mais justement, tout à l'heure, François Soglelman a parlé de la Chine et des scores de réputation. Vous vous souvenez de la chanson de Georges Brassens, La mauvaise réputation. Alors, est-ce que c'est la même chose, le score de réputation en Chine ? C'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent. La confiance avec la blockchain, est-ce que c'est la même chose que la parole sur le marché top là pour se mettre d'accord sur quelque chose ? Non, c'est pas tout à fait la même chose. La monnaie, c'est pas tout à fait la même chose. Le travail, la souveraineté, tout ça évolue considérablement. Alors ça veut dire que bien sûr, il y a de nouvelles vulnérabilités qui vont se faire jour. Je donne quelques exemples ici, Cambridge Analytica, un vol de données qui va être utilisé pour essayer de diffuser des éléments d'information qui n'étaient pas toujours véritables à des personnes qui y sont sensibles, sans qu'il y ait justement un débat public là-dessus, et qui s'y fait interférence avec la vie démocratique. Autre chose, ce qu'on appelle les deepfakes, manipulation d'images et de paroles, là encore, qui ont pour but de manipuler nos esprits. Tout ça pour montrer qu'il y a de nouvelles vulnérabilités. Ici, des infox, en français, c'est la traduction de deepfakes. Alors, face à ça, bien sûr, comment arriver à traiter ces choses ? Alors, les rapports qui existent, que ce soit ceux de la Commission européenne, que ce soit le rapport de l'Université de Toronto, se fondent sur un certain nombre de principes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un principe ? C'est une question, c'est ce qui est au départ. Alors, on pense que l'éthique doit être fondée sur des grands mots. Les mots comme dignité, autonomie, bienfaisance. Comment être opposé à la bienfaisance, bien sûr ? Un terme que j'ai trouvé très intéressant, alors je l'ai laissé en anglais, dans le rapport du groupe d'experts de haut niveau, c'est Human-Centered Artificial Intelligence. Alors ça voudrait dire effectivement qu'il faut qu'elle soit centrée sur l'homme, comme si elle pouvait être centrée sur autre chose que l'homme. Alors là, on voit bien sûr que lorsqu'on lit ces rapports, moi je n'ai pas lu la dernière version du rapport, mais alors lorsqu'on lit la première version du rapport, c'était vraiment, je veux dire, d'abord quelque chose qui vous tombait des mains, et puis qui était absolument ridicule dans le... Là, c'était écrit, centré sur l'homme, dans le rapport du groupe d'experts de haut niveau. Justice, non-malfaisance, etc. Alors, à partir de ça, bien sûr, voilà ici quelques exemples. Ça, c'est l'Université de Toronto qui a rédigé un rapport là-dessus, le groupe d'experts de haut niveau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une éthique, ou ce sont des éthiques qui se disent fondées sur des principes, et ces principes sont les principes de la bioéthique. Alors, question, est-ce que les principes de la bioéthique sont appropriés
pour l'intelligence artificielle. Alors moi, je n'en suis pas certain. Voilà les principes. Bénéfice. Alors c'est comme sur les médicaments. Il faut qu'ils soient bénéfice. Le coût, c'est le compromis risque-bénéfice. Alors est-ce que c'est approprié? Je ne crois pas. Autonomie. Alors c'est l'autonomie du patient, celui qui doit décider et qui doit signer un consentement. Alors est-ce que c'est approprié? Je n'en suis pas certain. Justice, alors souvent c'est en anglais fairness, c'est l'équité. Alors est-ce que c'est approprié? Je ne crois pas. Et on a ajouté quelque chose, alors là qui je trouve est très important, c'est la notion de transparence, d'explicabilité. Et ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors je prends autre chose, le RGPD, la protection de la vie privée, c'est fondé sur un certain nombre de principes, finalité. Une organisation doit donner les objectifs de collecte de données, transparence, elle doit notifier les utilisateurs de cette collecte et du partage, respect des droits de la personne, tout le monde peut en principe consulter, savoir à quoi ces données ont été utilisées. Alors face à ça, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les réalités. J'en ai donné quelques-unes tout à l'heure. Là, je vais donner un autre exemple qui est très intéressant. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'1 an, un journal de psychologie sociale de l'université de Stanford, donc pas des moindres, a réussi a fait une étude qui utilisait du deep learning pour essayer de corréler les traits du visage avec l'orientation sexuelle de la personne. Alors, est-ce que c'est quelque chose, du point de vue éthique, qui n'est pas un tout petit peu choquant? L'orientation sexuelle, normalement, c'est quelque chose qui relève de la liberté. Et ce qui est très intéressant, alors là, c'est encore plus intéressant, c'est que lorsque vous lisiez la première version de l'article, on nous explique que le comité d'éthique, ce qu'on appelle IRB, Institutional Review Board, de l'université de Stanford, donc là encore, ce n'est pas la toute petite université, approuve ce type d'études. Là, on se dit, effectivement, on lit, tous les principes sont vérifiés. Ce n'est pas malfaisant, c'est plutôt bénéfique, on ne sait pas pourquoi c'est bénéfique, etc. Et donc là, on se pose des questions. Alors après, je vais donner un autre exemple, vous vous souvenez, l'origine du monde, de Courbet, censuré par Facebook. Alors ça fait encore partie de ces questions qui se posent. Bien sûr, il voulait protéger les enfants, et donc éviter la pornographie. Alors je voudrais terminer par un dernier point, la tension entre l'éthique et l'épistémologie. Certains nous disent qu'on rentre dans l'âge du pétaoctet. Ça veut dire que ce qu'on appelle les masses de données, il n'y a pas d'échantillonnage, on collecte l'intégralité des données sans avoir d'objectif a priori. Alors on a vu bien sûr que le RGPD nous dit qu'il faut avoir un objectif, c'est ce qu'on appelle le principe de finalité, et il faut expliquer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre les objectifs du RGPD et les principes épistémologiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui en intelligence artificielle? C'est une question ouverte. Puis deuxième chose, pas d'analyse sémantique, c'est ce que nous disent les articles, les corrélations suffisent, et effectivement, le groupe d'experts de haut niveau en intelligence artificielle nous dit au contraire qu'il faudrait savoir exactement, c'est la transparence, il faudrait être capable d'expliquer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre les deux? C'est bien sûr une question, je crois, qu'il faut poser. Alors, pour conclure, parce que j'ai juste un quart d'heure, question, est-ce qu'il faut adopter une éthique fondée sur des principes? Je n'en suis pas certain. Les principes de la communauté européenne, par exemple le principe comme la dignité, quand on l'analyse dans le détail, on ne sait pas très bien de quoi on parle, et il est présent un tout petit peu partout. Et en particulier, on nous explique qu'il y a une égale dignité de tout le monde. La dignité, est-ce que c'est quelque chose qui est donné ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert? C'est bien sûr une question ouverte. Donc je ne suis pas certain que ces éthiques de principe soient vraiment fondées. En revanche, il me semble qu'il faut essayer de fonder les éthiques sur des études de cas, de façon extrêmement pratique, et qu'il faut avoir une réflexion sur des situations très concrètes. Je crois que c'est cela qu'il faut défendre. Et puis dernier point, la difficulté que nous avons aujourd'hui en éthique, c'est parce qu'il y a des compromis qu'il faut faire entre des exigences qui sont toutes légitimes mais qui entrent en tension les unes avec les autres. Alors moi j'appelle ça souvent le trilemme. Mais peut-être qu'il y a d'autres exigences. Et vous savez, le trilemme, un dilemme en éthique, c'est qu'il y a deux exigences qui sont en tension. Et vous savez, quand vous avez, moi je suis ingénieur, et donc au départ, quand vous avez un équilibre à 2 corps, c'est quelque chose de relativement facile à calculer. Mais un équilibre à 3 corps, c'est quelque chose d'instable, et de plutôt chaotique. Et donc, si vous avez 3 choses, alors 3 éléments, pardon, je vais laisser en anglais, mais la vie privée, protection de la vie privée, c'est légitime, tout le monde le pense. Et puis en même temps, on veut la transparence.
c'est légitime, tout le monde le pense. Mais le problème, c'est que la transparence, ça va à l'encontre de la protection de la vie privée. En dépit de ce que nous disent des gens comme la Quadrature du Net, ils disent « Ah ben la transparence c'est pour les puissants et la protection de la vie privée c'est pour les modestes ». Mais en réalité on est tous à la fois un puissant et puis une personne privée. Des fonctions assez modestes dans la société comme instituteurs qui sont tout à fait essentielles pour l'avenir de nos enfants. Nous pensons que ce sont des personnes qui ont droit à la vie privée et en même temps quand vous avez vos enfants vous avez envie de savoir quelle est la vie privée de cet instituteur pour vous assurer qu'il ne va pas avoir des comportements qui sont néfastes avec vos enfants. Et puis enfin, troisième point, la sécurité. Sécurité, c'est tout à fait essentiel. On pense que l'État doit défendre la sécurité. Et bien sûr, pour défendre la sécurité, par exemple, vous voyez, quand on entre ici, on ouvre vos sacs, c'est une intrusion dans la vie privée. Donc, il y a effectivement, nécessairement, des tensions entre la vie privée et la sécurité. Mais sur les réseaux, alors sur les sacs, c'est pas grand-chose, mais sur les réseaux, c'est une question. Et puis ensuite, transparence, bien sûr, une tension entre la transparence et la sécurité. Et donc, pour conclure, je crois, ce qui importe dans le monde qui vient, ce qui importera, c'est pas d'avoir simplement des principes, c'est demander comment ces principes vont être mis en œuvre et comment ces principes vont entrer en tension avec les autres et quels sont les compromis, quels sont les arbitrages qu'il nous faudra faire entre ces différents principes. Non, je pense que c'est extrêmement important. Ce que je veux dire, c'est que les principes ne suffisent pas. Et il ne suffit pas de les énoncer. Qu'ensuite, ce qui est extrêmement difficile, c'est de pouvoir arbitrer entre des exigences qui sont en tension et en conflit les unes avec les autres. Et ça, bien sûr, ça va se faire à partir de situations concrètes. Je crois que, de façon plus générale, si on regarde les dilemmes éthiques, si on les prend dans l'abstrait, ça nous donne le dilemme du trolley, qui a été traduit en intelligence artificielle par le fameux dilemme sur la voiture autonome, où on nous explique que les ingénieurs devront, dans le secret de leur bureau, définir les règles éthiques et qui devront sacrifier un certain nombre de gens, par exemple sacrifier le passager de la voiture dans certaines situations. Ça me semble tout à fait absurde, d'abord parce que la question éthique ne se réduit pas à la délibération. Il y a tout un tas d'autres aspects, comme par exemple le jugement. Mais je crois que justement, c'est de ça dont il va falloir parler. Ce sont des situations concrètes et je trouve qu'on est trop souvent sur des situations abstraites. J'insiste sur le fait que dans le rapport du groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne, on nous dit on veut une Human-Centered Artificial Intelligence et c'est absurde parce que l'intelligence artificielle est nécessairement centrée sur l'homme puisqu'elle est faite par des hommes. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est d'essayer de voir quelles sont les vraies situations où les problèmes se posent. Et ces situations sont délicates parce qu'elles sont nouvelles et qu'elles nous surprennent. Et c'est ça, bien sûr, je crois qu'il faut essayer de traiter.